en direct avec la famille Diamant-Berger. Bon, en vrai, ils sont plus, mais là, on en a 2. Et pour les choper ensemble, c'est pas tous les jours dimanche, alors vous plaignez pas. Premier qui se plaint, ils en prennent une. Bref, la famille Diamant-Berger. Pourquoi? On va parler d'abord de dyslexie, de souffler. Alors, Noël Diamant-Berger, puisqu'il s'agit de Noël, et oui, on est en novembre, mais c'est déjà Noël, c'est quoi la dyslexie? Alors, la dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage. Alors, on est dans un domaine qui s'appelle les neurosciences, qui est beaucoup plus large que ça, dont la nomenclature évolue d'ailleurs régulièrement. Donc aujourd'hui, on parle de troubles du neurodéveloppement, qui inclut l'autisme, qui inclut les troubles du langage oral, qui s'appelle la dysphasie, les troubles de la motricité, qui s'appelle la dyspraxie, visio-spatiale ou non, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles autistiques, les TSA. Donc c'est toute une famille de troubles dûment diagnostiqués par le corps médical et qui engendrent des difficultés d'apprentissage pour les enfants scolarisés. Alors ça implique quoi ça débouche sur quoi un enfant qui est dyslexique, qui a tous les troubles, que ça fait beaucoup pour une seule personne? Dans 80% des cas, les troubles sont effectivement associés et les conséquences, c'est que la méthodologie qu'on apprend aux enfants pour acquérir des informations fonctionne pour 80% des enfants, mais ne va pas fonctionner pour eux. Donc ils vont être en difficulté à l'école, à devoir fournir plus d'efforts que les autres pour des résultats moindres, à devoir passer plus de temps, à être dans des difficultés de lenteur, en sachant que tout ce qui caractérise ces enfants différents, c'est d'avoir une intelligence verbale tout à fait normale, voire supérieure, et donc ils sont juste empêchés d'exprimer leur intelligence ou leur potentiel, ce qui est particulièrement injuste et vécu comme tel par eux. Alors il n'y a pas de mauvais profs, il n'y a que des enfants dyslexiques, ou ça n'a rien à voir? Attention, il y a un piège. Oui. Est-ce que tu vas te fâcher avec l'éducation? Sauras-tu éviter la fâcherie avec l'éducation nationale? Je botte en touche parce que la phrase était trop compliquée pour moi en fait. Non, il y a une norme et il faut juste comprendre que plus une personne dans son mode de fonctionnement est éloignée de la norme, plus ça lui demande un effort de rentrer dans le rang et quitte à ce que ça devienne impossible. Voilà. Donc il faut faire ce constat, rentrer dans des logiques qui sortent des logiques qu'on a connues jusqu'à présent d'éducation de masse. Tout le monde fait la même chose de la même façon au même moment, pour rentrer dans des choses un peu plus respectueuses de la différence de chacun, comme la pédagogie différentielle, basée par exemple sur les intelligences multiples de Howard Gardner. Enfin, il y a des pistes dans le monde entier. Est-ce que c'est possible, avec la masse d'élèves qu'on a, ou alors on est obligé d'être ministre pour mettre ses enfants à l'école alsacienne? Alors c'est très intéressant comme question. Effectivement, on est beaucoup à demander aux enseignants qu'ils soient parfaits, qu'ils soient à la fois des pédagogues, qu'ils puissent gérer des groupes, mais également qu'ils puissent gérer les particularités de chacun. C'est impossible. Les profs n'ont pas choisi ce métier pour être des pseudo-soignants. Donc, et souvent, les différences de ces enfants se confrontent à cette notion si chère à notre école de la République de liberté pédagogique. Donc il y a des justes milieux à trouver, on ne peut pas tout attendre des profs et il faut que, si on est dans l'exigence que nos enfants soient scolarisés dans une école classique, il faut qu'ils aient, avec leurs différences, un minimum d'autonomie, de façon à ce que leur niveau ou leurs compétences ne dépendent pas forcément de l'enseignant qui est en face d'eux. Et c'est là où intervient les bienfaits, entre guillemets, de l'outil numérique, qui va permettre à l'enfant de faire ce qu'on lui demande, mais d'une façon autre, pour quand même offrir à l'enseignant le résultat attendu. Alors, est-ce qu'à la base, la dyslexie et autres troubles neuronales vient d'une non-stimulation des parents qui ne s'intéressent pas aux gosses qu'ils ont fait? Alors ça, c'est une vieille théorie psychanalytique battue en brèche depuis une bonne vingtaine d'années. Au moins dans d'autres pays que la France, puisque la France reste quand même très ancrée dans une culture de la psychanalyse auquel les pays anglo-saxons, par exemple, ont renoncé. Tu parles en psychanalyse, tu parles de Dolto, par exemple? Non, c'est une question. Non,
Donc t'en veux pas à Carlos? Non, pas du tout, pas du tout. On prend juste en compte des notions nouvelles que la médecine et l'imagerie médicale ont mis à jour depuis 20 ans. Et c'est vrai que on est dans une tradition de personnes qui forment des gens qui vont être formés et qui vont à leur tour former les autres. Et déformer les autres. Et les nouvelles idées ont toujours structurellement beaucoup de mal à pénétrer le monde de l'enseignement et le monde de la pédagogie. Alors, pour revenir à la dyslexie, ça représente combien d'enfants sur la totalité, si j'ose dire? La dyslexie, c'est l'un des troubles qui est le plus connu parce qu'il est reconnu, entre guillemets, depuis les années 70. Ça représente entre 8 et 12% des élèves, avec une part de ces élèves pour qui c'est un tel handicap que ça les empêche d'écrire ou de lire, d'accéder à ces deux outils nécessaires à l'école. Voilà, donc voilà, entre 8 et 10%, et on va dire un bon 5% avec une dyslexie qui est vraiment très invalidante. Du coup, suite à ça, tu as créé un cartable numérique. Oui, alors, me trompe-je? Alors c'est un travail qui ne me revient pas. Il faut que je rende à César ce qui est à César, puisque au début du projet, en 2013, j'ai rencontré un papa qui, lui, avait mis en œuvre cette méthodologie du cartable numérique, qui s'appelle Denis Masson, avec qui, après, voilà, on s'est séparés, chacun a suivi son chemin. Et moi, j'ai apporté à ce projet l'idée que, à partir du moment où un enfant allait à l'école avec un ordinateur, il devait être formé à son usage et accompagné. Donc c'est un travail collectif qui date de 2013. Alors les enfants ont droit à avoir une accompagnante quand ils sont handicapés. Est-ce qu'il y a un rapport où ça supplée l'absence humaine, ton cartable? Je te reprends. Une personne n'est pas forcément handicapée, elle peut être, comme le dit la loi, en situation de handicap. Ouais. Et vraiment, c'est ça qui fait toute la différence. Donc effectivement, il existe une catégorie d'enfants qui sont dans des situations de handicap avérées qui requièrent la reconnaissance de l'organisme qui s'appelle la MDPH. Ça représente pour notre association, par exemple, 1/3 des enfants. Et puis, il y a des enfants qui ont des diagnostics de dyslexie, de troubles du comportement, du trouble du spectre autistique, mais qui ne relèvent pas du handicap, puisque pour être déclaré comme une personne en situation de handicap en France, il faut qu'un comité, à la vue de l'étude d'un dossier, discerne que la personne est handicapée à plus de 51% dans son quotidien. Donc c'est pas forcément le cas de tous les enfants qui sont en souffrance à l'école. Du coup, ton cartable, il y a quoi dedans? Et à quoi ça sert? Alors, et comment ça rétablit l'équilibre de la force? C'est assez paradoxal. Notre cahier des charges initial de ce qu'on appelle un cartable numérique, c'est de faire en sorte que nos enfants soient des élèves comme les autres. Et être un élève comme les autres, on le verbalise de la façon suivante dans notre association, c'est quand un enfant il est capable de faire tout ce qu'un enseignant demande à ses élèves, petit 1, petit 2 en même temps que les copains, et petit 3 en autonomie. Et on a cherché des gestes numériques qui permettent à nos enfants que quand la cloche sonne, les devoirs sont notés, les affaires sont rangées et ils ont le droit d'aller jouer avec les copains, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'est des enfants qui sont toujours à la traîne, à qui il manque 10 ou 20 secondes pour terminer une tâche, qui se retrouvent donc dans le rythme de la classe en décalage et qui donc ont des problèmes d'attention, des problèmes pour faire attention aux devoirs qu'il y a à faire, à la consigne qu'ils n'ont pas comprise parce qu'ils étaient concentrés sur l'exercice précédent. On essaye de rétablir un peu le rythme pour que nos enfants, comme dans un orchestre, jouent juste et dans le même rythme que les copains pour que la note soit belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Oui. Alors, concrètement, c'est un ordinateur dont l'écran est tactile parce qu'on ne peut pas tout faire avec un clavier. Et c'est l'une des difficultés que nous rencontrons dans la perception qu'ont les adultes de ce qu'est un ordinateur. Souvent, pour un adulte, un ordinateur, c'est une machine à écrire et l'enfant va taper sur des touches au lieu d'écrire avec un stylo, puis ça va régler tous ses problèmes. On est loin de ça dans la vérité
d'un élève, parce qu'il est avant tout confronté à des difficultés pour organiser ses données. Donc l'ordinateur va l'aider à optimiser les informations qui arrivent de toutes parts. La page 20 du manuel scolaire, l'exercice 4 du cahier d'application, ce que l'enseignant met sur son tableau, ce qu'il dit, la leçon bien notée du camarade qui a une superbe écriture. Tous ces éléments sont éparpillés et l'ordinateur va leur permettre de rassembler tous ces éléments au même endroit et de le définir par le critère qui est la leçon que je suis en train d'étudier. Donc c'est avant tout un facilitateur d'organisation. D'accord. Parce que la dyslexie, c'est finalement une forme de désorganisation du cerveau. Alors, disons que la désorganisation, c'est une conséquence... Une déconstruction. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais disons que la dyslexie, elle peut se caractériser schématiquement en deux difficultés que rencontre l'enfant. La première, c'est de faire le lien entre le son d'un mot, c'est-à-dire son phonème, et la manière dont il s'écrit, c'est-à-dire son graphème. Et dans la langue française, il existe à peu près 240 phonèmes qu'il faut apprendre à associer à des graphèmes, ce qui n'est pas toujours évident. Et il y a aussi une autre difficulté qu'on appelle les difficultés d'automatisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un enfant neurotypique apprend des mots de vocabulaire, il va les enregistrer et se constituer un lexique cérébral interne. Les mots vont se ranger quelque part et quand il aura besoin de les écrire, il ira les chercher et il lui suffit de les recopier. Alors qu'une personne qui a une dyslexie a des problèmes pour automatiser le langage, c'est-à-dire qu'elle va apprendre un mot, ce lien entre le graphème et le phonème, mais son cerveau ne va pas retenir l'information. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle sera confrontée à la nécessité d'écrire le mot, elle va devoir le réinventer lettre par lettre et son par son. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'enfants concernés par la dyslexie écrivent quasiment en phonétique. Et donc cette non-automatisation est très lourde en temps et en ressources et en fatigue et en attention. Et souvent, c'est des enfants qui sont épuisés dès le matin et qui ont beaucoup de mal à fournir des efforts. Il y a un nouveau mot, il y a une grosse charge mentale, il paraît. Oui, bon, des mots nouveaux, il y en a pas mal. On lutte, par exemple, dans notre association contre l'infobésité. Ah ouais. Cet acte qui consiste à faire des copies de fichiers et à amasser de la data au lieu de la traiter. Donc ça fait partie des choses qu'on apprend aux enfants, comment jouer avec des données numériques, qu'elles soient des images, des sons, des traits ou des textes, et en avoir le moins possible parce que, comme je le dis souvent, c'est plus facile de trouver une aiguille par terre que dans une botte de foin. Et l'enfant, il est vraiment confronté dans son quotidien à des problèmes d'organisation qui vont cannibaliser son attention et qui le mettent en difficulté. Enfin, c'est la nouvelle société qui fait que tout le monde, finalement, est cannibalisé par des alertes à Malibu et ailleurs, qui ne nous concernent pas. Voire, il y a que les arlettes qui nous concernent. En tout cas, c'est sûr que l'information, la manière de le gérer, c'est un enseignement qui est assez peu dispensé, mais qui va devenir le cœur de nos sociétés et de notre capacité à réfléchir, à raisonner et à construire des raisonnements, c'est clair. Alors, on va passer à Clara. C'est bien, elle est à côté. Bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, qui est la fille de Noël, donc c'est la fille du Père Noël du coup. C'est ça. J'en parlerai à Dutronc. Et donc, toi, tu es documentariste. Et ton père, pour faire des économies, t'a demandé à toi de faire un film sur son activité. Voilà, c'est ça. Alors, comment tu connaissais le sujet peut-être avant? Alors, je connais... Ce qui a accéléré le process, voilà, peut-être? Je connais évidemment le sujet depuis longtemps, puisque bon, papa en a pas parlé, mais s'il a commencé à se lancer dans cette aventure, c'est parce que j'ai un frère qui est concerné par la question. Il est dyspraxique. Il avait des gros problèmes pour écrire dès le début de l'école, alors qu'il s'enfilait des bouquins. Voilà, ils s'enfilaient des bouquins dans la cour. Beaucoup d'efforts, peu de résultats, comme il disait. Mais par contre, l'écriture, ça allait pas. Donc c'est vrai que là, tout le monde a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'on l'abandonne ou est-ce qu'on s'en charge? Voilà.
Alors comme vous êtes plutôt de gauche, vous avez dit non, on l'abandonne pas. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a découvert tout ça. Et donc forcément, mon frère étant à peine plus âgé que moi, moi aussi j'ai grandi dans toutes ces choses-là. Et donc je connaissais très bien le sujet. Et donc papa, en accord avec tous les autres membres de l'association. Parce que vous êtes combien, pas dans l'association, dans la famille d'enfants? Dans notre famille, il y a 4 enfants. Ah, d'accord, ben, c'est bien fait pour enfants. Vous. Et moi, on va dire que je suis la neurotypique de la famille. Ouais, d'accord, voilà. Neurotypique. Parce que d'aucuns appelleraient normal. Alors, en face de normal, tu mets anormal. Mais oui. C'est juste insupportable à entendre. Non, alors attends, justement, il faut redonner aux mots leur sens. Normal, anormal, c'est ce qui est dans la norme et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, mollo sur le déglingo. Alors après, on peut parler de justice. Juste et injuste, pratique, pas pratique, mais anormal, c'est pas un mal. En tout cas, c'est très important les mots. Tu as raison, je me permets de faire une petite aparté. Ouais, comme ça on reviendra. Clara, tu lui piques un peu du temps de parole. Oui, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est une femme normotypique que tu fais ça. Enfin bon, bref. Normalement, dans cet entretien et dans mon quotidien, j'essaye de jamais parler de personnes dyslexiques. Ouais. Une personne a une dyslexie. C'est pas la peine de ramener une personne à son handicap. Ouais. Et puis parce que elle fait du ski nautique bien à côté de ça. Exactement, elle est plein d'autres choses, une personne. Et elle a des qualités, des défauts. Donc ça, c'est super important de bien nommer les choses, comme le disait Albert Camus. Ouais. Sinon, on fait plus de tort au monde, rajoutait-il. Oui. On rajoute de la misère au monde, disait-il exactement. Voilà. Et à propos de misère au monde, revoilà Clara, hein, quoi? Bon, et donc, j'avais déjà réalisé une petite vidéo pour l'association qui avait participé au salon, à un salon à Paris sur éducation et technologie. Et finalement, voilà, il a été décidé de faire une vidéo plus longue, vraiment en style documentaire, qui soit très poussée. Voilà, on explore bien tous les aspects de l'association et tous les aspects du cartable numérique. Oui, et les effets positifs, parce que je l'ai vu, pour une fois que j'ai vu un truc. Bah, il faut pas... Voilà, je veux quand même... l'association, elle a changé la vie de beaucoup de familles. Ouais, en positif. Bien sûr, en positif. Voilà, c'est-à-dire que c'est en général des parents... Quand des parents qui arrivent à l'association, c'est des parents en général qui ont vécu plusieurs années d'errance thérapeutique, ils savent pas comment faire, Alors il y a un problème d'accès aux soins, c'est-à-dire que aux soins standards déjà c'est pas possible. Donc ils se demandent comment, parce que ça génère beaucoup d'instabilité dans une famille. Bah oui, bien sûr. Et puis il y a deux aspects, quoi. Il y a quand un enfant qui a un trouble comme ça, il y a tout l'aspect, voilà, tous les dossiers à faire, les médecins à voir, tout ce qui est thérapeutique, et de l'école à gérer, quoi. Il y a ces deux choses à gérer qui est. C'est de la souffrance. Il faut dire les choses. Quand vous êtes parent et que vous avez un enfant qui est en difficulté à l'école, qui met plus de temps que les autres à faire les choses, à devenir avocat. Il faut le porter, ça. D'abord, il faut partir dans une démarche diagnostique qui est très longue, comme le disait Clara. Il faut se remettre en cause dans ces principes éducatifs parce que on découvre des nouvelles données qu'on n'avait pas avant. Il faut accepter d'avoir été maltraitant à son corps défendant avant. Alors maltraitant, faut revenir à la racine. C'est pas méchant. Non. C'est qui ne donne pas le bon traitement à un moment donné. Exactement. Donc parce que sinon les gens vont culpabiliser. Oula. La culpabilité, c'est vendu avec. Ça est un accessoire du package. Et vraiment, je veux pas minimiser le côté souffrance de la personne qui a du mal à se construire dans l'image qu'elle a d'elle-même, de la famille. Enfin, je veux dire, notre démarche, elle ne consiste pas à ce que des élèves aient des meilleures notes. On parle vraiment d'une personne qui est en souffrance. Merde, j'ai failli acheter le cartable, si c'est pas pour ça, j'arrête tout de suite. Si c'est pour ça, c'est pas le but. Ça peut être une conséquence, mais c'est absolument pas le but. L'outil, c'est un outil d'expression pour établir une forme de justice entre l'effort que la personne fournit et les résultats qu'elle obtient. Et ça, c'est une justice auquel les enfants sont extrêmement sensibles. Moi, je m'en fous de la justice, je veux que mon fils soit avocat. Ça va être difficile s'il a une grosse dyslexie, oui. Donc, revenons, parce qu'on était sur toi. Bon, et du coup, voilà, donc, on a imaginé
un film qui dure 30 minutes du coup. On avait prévu à peu près 25, bon, ça fait à peu près 30 minutes. Ouais, parce qu'il y a le bêtisier, tout ça. Voilà. Et où vraiment, voilà, c'est les parents qui vont arriver à l'association et qui vont regarder cette vidéo, ils vont avoir vraiment tous les éléments de l'association parce que, comme l'a expliqué papa, l'association c'est pas juste on vous donne un ordi, on parle avec vous, déjà vous intégrez l'association, donc, et vous avez un ordinateur, une formation, enfin, un ordinateur et des accessoires, une formation et un suivi sur toute la scolarité de l'enfant en fait. Et l'enfant, avec son... Bon, il va être formé à utiliser l'ordinateur en quelques heures, c'est pas très long. En quelques heures, il va être formé à utiliser l'ordinateur et l'idée, c'est qu'il aille à l'école avec son ordinateur et uniquement son ordinateur. Et s'il y a le moindre problème, en fait, il va pouvoir appeler l'association et régler son problème. En général, c'est des petits soucis qui mettent 5 minutes à se régler. Et voilà, c'est surtout ça qui caractérise tout ça, en fait, c'est vraiment le suivi. La famille et l'enfant vont être suivis vraiment sur toute la scolarité de l'enfant. Et donc voilà, donc on a fait ce documentaire et pour le faire, je suis allée interviewer de nombreuses familles et des membres de l'association notamment qui sont formateurs. Et voilà, on a sorti le film en juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est aussi... Alors, il est diffusé sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je l'ai vu sur YouTube, par exemple. Il est sur YouTube, ouais. Mais pas que, ou... Il est sur le site aussi, oui. je suppose. Oui. Ouais, il est sur le site de l'association, parce que voilà, souvent les parents qui arrivent à l'association, c'est des parents qui ont déjà galéré pendant plusieurs années en général. Voilà. En fait, ce film n'est pas un objet promotionnel pour faire la pub de notre association. Il est destiné à être une sorte de premier accueil des familles qui sont à la recherche de solutions et qui veulent en savoir plus sur ce que nous faisons. C'est un film qui est rassurant. Déjà, il dit vous n'êtes pas seul à avoir un enfant qui a une mauvaise perception cognitive. Ouais. Et tous les gens qui font fonctionner l'association, donc papa, mais aussi vous êtes une dizaine à peu près de formateurs, etc. et de formatrices, c'est tous et toutes des parents d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc c'est vraiment des gens qui sont concernés. C'est pas des médecins, c'est pas des administrateurs de la NDPH, c'est pas des profs non plus, c'est des parents quoi. Voilà, c'est des parents qui ont traversé la même chose que. C'est-à-dire que les autres sont payés pour résoudre un problème auquel ils touchent pas. Et les autres sont concernés et du coup ils s'impliquent plus. Disons que ça aide et puis il y a l'aspect association de famille en fait. C'est hyper rassurant je pense pour des parents quoi. C'est un nouveau mot aussi auquel je suis très attaché, c'est la pérédance. On s'aide entre... Oula, tu t'es allé chercher où là? Il était coincé dans un vieux truc, tu l'as décongelé non, pas du tout. Avec un vieux mammouth et du coup il était là. Une belle association sur Perpignan qui vient de se lancer sur ce thème-là. Et c'est vrai que cette parole de parent à parent, elle est unique. Alors pérédance, tu perds et tu danses, ça n'a rien à voir? P-A-I-R, trait d'union et danse. Oui, on a vécu quelque chose, on a acquis une compétence, un savoir-faire, une expertise, et on le partage à des personnes qui suivent le même cheminement, mais qui en sont au début, alors que nous, on a un petit peu plus de bouteilles. C'est comme les alcooliques anonymes, du coup. C'est ça. Enfin, quand on dit bouteille, bien sûr, sans alcool, évidemment. Donc, revenons à ce film. Est-ce qu'il a vocation, à un moment donné, à être projeté en salle quand je dis en salle, pas forcément de cinéma, mais... Alors, la particularité du film, quand même, et il a été réfléchi dans ce sens-là, c'est qu'il n'est pas forcément accessible au premier venu. C'est-à-dire que, comme j'ai dit... Parce que tu as fait exprès de ne pas définir dyslexie. Disons que, comme j'ai dit, voilà, les parents qui découvrent l'association et qui vont regarder ce film, en général... Voilà, ils ont déjà un diagnostic, ils ont déjà galéré pendant plusieurs années. Donc vraiment... C'est très ciblé. C'est très ciblé. Donc c'est peut-être... Par exemple, le politique qui s'appellerait François Sutter et qui serait président de la commission handicap, ça lui est pas destiné? Je pense que ça lui est totalement destiné. Oui, complètement. Après, comment dire, il y a une chose qu'on doit préciser, c'est que quand on équipe un enfant de cette solution numérique, il a bénéficié d'un diagnostic médical. D'accord. Vous n'arrivez pas... C'est ça. Donc, vous ne permettriez pas de... Alors, c'est pas notre rôle de discerner si un Est-ce que Kevin est dyslexique? Je ne sais pas.
Par contre, c'est aussi une façon pour notre association de s'assurer que l'ordinateur va être accueilli à l'école, hein, dans le cadre de dispositifs. Mais c'est vrai que, et ça fait de nombreuses années que ce témoignage revient, c'est que quand une personne n'est pas touchée dans sa chair par cette problématique, qu'elle n'a pas vécu la souffrance à la maison, du temps passé à faire les devoirs, de l'énervement que ça peut procurer, de la frustration du parent, de la souffrance de l'enfant à devoir coûter de l'argent à ses parents, de prendre du temps, d'aller d'un professionnel à l'autre en fin de journée, toutes les conséquences sur la fratrie. Parce que dans une fratrie... oui, et puis si on s'occupe plus d'un, c'est les autres qui, c'est ça. Donc, qui sont dépeuplés, non, un truc comme ça. Quand un enfant neurotypique est dans une famille où il y a un enfant qui requiert beaucoup l'attention de ses parents, eh bien, ça peut créer des déséquilibres affectifs qui sont une souffrance pour chacun. Et sans compter le rôle primordial de qu'est-ce maman. que Clara a tenté d'étouffer son petit frère? Non, mais je pense qu'elle a souffert, comme beaucoup d'autres enfants dans d'autres familles, du temps et des ressources qu'il a fallu consacrer pour ses enfants. Et c'est voilà, il y a des impacts sur la société, sur la famille, sur la fratrie, sur le couple, hein, parce que les mamans et les papas ne réagissent pas de la même façon. Ça provoque des divorces, hein, d'où l'avocat. Dans le film, il y a une des formatrices qui dit une phrase voilà, qui est très révélatrice et qu'elle dit « Une fois qu'on a eu le cartable numérique, je suis redevenue une maman. » Voilà. Avec sa fille, elle avait plus de relation mère-fille en fait, elle avait une relation prof-fille. C'était devenu sa prof, elle passait toutes ses soirées à faire des devoirs, à se crier dessus, des disputes en permanence parce que sa fille perdait toutes ses affaires, etc. Et voilà, dès qu'il y a eu le cartable numérique, c'est redevenu une maman. Et c'est le retour des câlins et de la relation mère-fille qui est censée être là. Les mamans, je tiens à leur rendre hommage parce qu'elles sont souvent seules contre tous au début à ressentir que quelque chose ne va pas, qu'il y a peut-être une réponse diagnostique alors que tout le monde dit bah non ça va passer, c'est une question de maturité, et si on faisait redoubler cet enfant, et si c'était toi qui t'y prenais mal parce que t'es une mauvaise mère. Toutes les mamans y ont eu droit, elles se battent pendant des années, pendant que entre 6 et 10 ans pour faire admettre que leur enfant a des difficultés structurelles qui doivent être prises en charge. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps, cette pugnacité, ce courage absolu des mamans. Les papas ils commencent à s'éveiller à ces problématiques, mais ils sont un peu à la ramasse. Donc, ils ont raison, faut pas s'emmerder. Alors nous, c'est pas parce qu'on a fait des enfants qu'on a le devoir de les éduquer, merde. Mais c'est vrai que voilà, dans le monde de l'autisme, tout le monde sait très bien que les couples ont du mal à survivre quand un enfant dans un foyer prend autant de place. Voilà. Alors, donc, ce film, est-ce que vous comptez le diffuser en dehors du site et du YouTube? C'était le fond de ma question. Est-ce qu'on pourrait le montrer à Françoise, par exemple? Moi, j'aime bien Françoise. Elle est communiste, elle est formidable. Alors, j'ai rendez-vous avec elle à la fin du mois, donc je me ferai un plaisir de lui dire au moins l'existence de ce film. Oui, bah alors elle est particulièrement compétente en la matière. Mais voilà, ce film n'a pas vocation à... Au-delà des directement des MDPH, membres de MDPH et... Je ne crois pas que ce soit un manque de talent de la part des parents qui ont des enfants qui souffrent à la maison d'être en capacité de faire partager cette souffrance à des gens qui ne la connaissent pas. Encore une fois, il faut être touché dans sa chair et il vaut mieux parfois passer son chemin que de faire des longs discours auprès de personnes qui ne peuvent pas comprendre les impacts extraordinaires de ces difficultés pour la personne, pour ses parents et dans sa famille. C'est bien de laisser les gens concernés entre gens concernés, parce qu'on n'a pas besoin de gens consternés. Et voilà, et de toute façon, si vous voulez aller voir le film, vous pouvez aller sur le site de Fuseau France. Voilà, non mais je mettrai le lien, comme je suis sympa. Bien, les diamants bergers, je vais faire de l'argent avec quand ils seront retaillés, parce que là ils sont un peu bruts. À bientôt pour d'autres aventures. Merci. Merci beaucoup.